Comment concilier le désir de maison individuelle? Comment accompagner les projets immobiliers face aux défis environnementaux? Il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi des solutions. On va repenser l'urbanisme. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler urbanisme et pour se projeter. Lily Munson, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Alors Lily Munson, secrétaire générale de Ville Vivante, qui regroupe des architectes, des urbanismes et qui interviennent un peu partout en France pour développer avec les collectivités et les habitants des opérations de renouvellement urbain en filière courte et notamment la construction de maisons en autopromotion accompagnée, c'est important. Mathieu Fontaine, bonjour maître. Bonjour. Notaire, professeur à l'université de Grenoble-Alpes, chargé de communication du 120e congrès des notaires de France, qui s'est tenu, c'était il y a quelques mois à Bordeaux, sur le thème de l'urbanisme durable et qui a d'ailleurs été l'occasion de publication de ce livre formidable, L'urbanisme durable, vers l'urbanisme durable, avec accompagner les projets face aux défis environnementaux. Question d'introduction à tous les deux, peut-être pour se plonger vraiment, avoir l'urbanisme en tête, quels sont les mots, quelles sont les actions qui, selon vous, définissent l'urbanisme? Lily. Alors, question difficile, mais extrêmement intéressante et je pense en plus d'autant plus pertinente qu'on est un petit peu à la croisée de ce qu'est l'urbanisme aujourd'hui. Alors, l'urbanisme, je pense que c'est concilier les différentes fonctions de nos villes, donc à la fois le logement évidemment, mais les activités aussi économiques, puis les activités culturelles, les liens sociaux. Et je dirais que c'est également le fait de concilier l'intérêt général et toutes les démarches plus spontanées des individus et leurs projets de vie, leurs intentions, leur quotidien. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous on est très favorable à une sorte d'urbanisme qu'on appelle organique, mais j'y reviendrai. Ouais. Et donc je me permettrai d'y associer cet adjectif dans ma définition. Très bien, maître Fontaine. Alors l'urbanisme. Oui, je partage en tout point ce que vient d'évoquer Lily, bien évidemment. Alors peut-être pour prendre un autre regard, ce serait celui de sa racine latine, l'urba. L'urbanisme, c'est une organisation de notre territoire collectif. Et au-delà de ce territoire qui ramène au sol, on pourrait en partageant l'explication qui vient d'être donnée, raisonner au terme de la cité. Et donc l'urbanisme, c'est une organisation de la cité dans toutes ses composantes. Et nous, le prisme dans lequel on l'envisage, nous les notaires, spectateurs et acteurs de la société, on le voit d'une manière durable, c'est-à-dire un urbanisme sur un long. Et c'est une définition qu'on devrait tous partager de toute façon. Très bien. Alors, on va rentrer dans le détail, tous les deux, avec vos différentes actions, mesures, qu'elles soient d'ordre juridique ou plus large. On va voir tout d'abord Ville Vivante. Peut-être rappeler, vous étiez venu l'année dernière, mais Ville Vivante, ce que c'est et vos développements. Absolument. Donc, Ville Vivante, on est une société qui a maintenant presque 12 ans et on travaille vraiment à explorer les modèles de production de la ville par les habitants et donc pas simplement dans des dynamiques de concertation, etc., qui sont évidemment nécessaires, mais là vraiment en les rendant acteurs concrètement. On a développé vraiment des outils comme le BIMBY, le Build in My Backyard. Alors on va revenir BIMBY, qu'est-ce que c'est le BIMBY alors? Donc c'est l'idée de construire une maison en plus dans son jardin. Et donc notamment dans un contexte du ZAN, de pénurie foncière, ou en tout cas c'est un sujet qui revient beaucoup dans les débats. On évite l'étalement urbain. Exactement, et qui sont des objectifs absolument louables et absolument nécessaires. Il faut trouver. Voilà, alors là typiquement vous avez un exemple de différents potentiels sur un même foncier, c'est-à-dire que donc on voit bien qu'on a une maison avec son jardin, puisqu'il y a quand même une vaste majorité des maisons en France aujourd'hui qui en réalité sont sur des terrains qui sont très grands. Oui. Alors ça peut avoir une vertu, mais ça peut aussi avoir des difficultés pour les propriétaires qui n'ont, avec l'évolution de leur mode de vie, pas forcément la capacité après d'entretenir une telle superficie où ça ne répond plus à leurs usages, parce qu'en fait le logement ça évolue. Et puis ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient modéliser les différentes options de mutation de cette parcelle pour en fait aller dénicher
du foncier, là où en fait il existe et continue à être accessible. Donc on voit là, oui, différentes possibilités. Le fait de pouvoir construire une deuxième maison au fond du jardin pour soi ou pour un jeune couple, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres. Absolument. Et alors on voit par exemple que ça répond à un des réels problèmes qui est celui de l'habitat, on va dire intergénérationnel ou effectivement au vieillissement. On a par exemple beaucoup de porteurs de projets qui sont des personnes âgées qui ne souhaitent pas aller dans une maison spécifique et qui ont envie de rester chez eux et qui en réalité doivent faire évoluer leur maison, ont la capacité foncière et financière de le faire. Et donc, nous, on les accompagne sur ces scénarios pour construire un petit plein-pied et puis financer ces travaux. Des exemples mis en place, notamment à Périgueux. Tout à fait, ça a été une de nos premières opérations pilotes, donc en 2017. Maintenant, ça y est, ça commence à remonter un peu. Et en réalité, où on a réussi à produire près de 250 logements, uniquement dans des tissus déjà bâtis, grâce aussi, évidemment, c'était en partenariat avec la collectivité qui était vraiment pionnière. Mais aujourd'hui, on a déployé ce type d'opération vraiment à travers la France. On travaille beaucoup, par exemple, avec la Bretagne, aujourd'hui avec Morlaix, avec Lorient. Et ça nous permet d'accompagner vraiment des milliers de porteurs de projets qui explorent tous les potentiels de leur terrain, de densification douce. Et puis, on note que quand même, les gens, quand c'est pour chez eux, ils font très attention. C'est-à-dire qu'en fait, les projets sont très mesurés, très vertueux. Et on parlait d'urbanisme durable, mais c'est aussi, je pense, c'est de réussir à embarquer dans la fabrique urbaine les particuliers dans tout leur savoir-faire et puis leur engagement, quoi. Autre exemple, Bamba. Qu'est-ce que c'est que Bamba alors ? Tout à fait. Alors la Bamba, c'est encore un autre de nos formats d'intervention. Alors là, cette fois-ci, c'est avec Clermont-Ferrand. On est d'ailleurs un projet démonstrateur de la ville durable de la Banque des Territoires. En fait, au lieu de faire un écoquartier ou une ZAC avec des lots définis qu'on vient ensuite commercialiser selon des programmes donnés, là, l'idée, c'était en fait faire un appel à projet en disant aux habitants alentours qui a envie de construire sa maison, qui a envie de ce parcours-là. Alors d'ailleurs, la majorité, c'est des gens qui sortent du parc social et qui en fait, là, vont pouvoir s'acheter un petit terrain qu'on va découper nous-mêmes sur mesure et qui donc ensuite, ils vont aussi fabriquer leur maison là-dessus aussi sur mesure. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de vertus environnementales puisqu'on a peu de consommation foncière. Les gens sont sur des maisons qui font 80 mètres carrés à peine et des terrains qui sont très, très restreints. Et on retrouve presque quelque chose qui est de l'ordre du village parce que, en fait, ça devient un petit peu bigarré. Les maisons se collent les unes aux autres et on arrive à reconstituer des bouts de ville. En fait, c'est un savoir-faire qu'on avait il y a à peu près plus de 100 ans. Ça existait partout. C'est comme ça qu'on a fait des très, très beaux villages en France. Mais c'est vrai que là, on l'expérimente un peu post-ZAC, on va dire, et puis ça fonctionne très bien. Notamment à Clermont-Ferrand, c'est ça ? Absolument, en lien avec la ville de Clermont-Ferrand. Et donc là, les premières maisons sortent de terre. Moi, je suis allée les visiter il y a quelques mois. Et c'est vrai que c'est assez formidable. Et puis, on a une typologie de familles qui est en accession à la propriété qu'on voit rarement en réalité en France. Donc, c'est assez réjouissant. Donc, Ville Vivante se développe partout en France et vous lancez donc l'école de l'urbanisme organique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, justement, je parlais de la ZAC, là, la zone d'aménagement concerté, qui est un outil classique d'aménagement. Et en réalité, je pense qu'on a été dans une impasse en France dans l'urbanisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des outils de planification qui sont très réglementaires. Donc, on a la règle et puis après, derrière, on a les zones d'aménagement, les lots, les macro-lots, etc. Et qui, en fait, ou les DUP, les déclarations d'utilité publique. Bon, et alors, ce problème, c'est que maintenant, ça coûte très, très cher le foncier, sans parler de la hausse des coûts de construction. Et qu'en fait, on sort des choses qui ne sont plus adaptées parce qu'en fait, effectivement, il y a trop de béton ou alors les gens ne peuvent plus se payer. Et on voit qu'il n'y a plus d'acceptabilité sociale de ces très grands projets. Moi, je l'ai vu à Paris quand j'y travaillais. Les ZAC étaient vraiment mis en difficulté politiquement et puis même par de contestations locales. Et donc, l'idée, c'est de pour autant continuer à produire du logement puisqu'on a un besoin. Comment est-ce qu'on fait ça ? Et donc, nous, notre vision, c'est de dire il faut réussir à embarquer les habitants parce que ce sont eux les acteurs de la production de la ville. Et on ne va pas forcément le faire... on peut encore imaginer, par exemple, qu'une collectivité maîtrise le foncier dans son ensemble et puis que c'est comme ça qu'on va changer la donne. Moi, je pense que malheureusement, ça n'est pas possible, que ça coûte trop cher et qu'en tout cas, les dispositifs qu'on a essayé de créer comme ça de maîtrise du foncier,
En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le modèle économique. Et vous faites tout pour du logement abordable. Absolument. Et donc nous, on essaye de faire la solution intermédiaire, on va dire, qui est celle de vraiment s'appuyer sur les initiatives indépendantes et individuelles en les accompagnant, en évidemment les orientant vers les objectifs d'intérêt général qui sont la production de logements sans étalement urbain. Et pour nous, c'est vraiment ça, l'urbanisme organique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez peu documenté, dont les savoirs sont encore à constituer. On n'a pas forcément tous les outils. Et donc, notre objectif avec cette école, c'est de réunir tous ces savoirs et de former les générations d'urbanistes qui arrivent, les architectes, les professionnels de l'aménagement, de l'immobilier, les géomètres, peut-être même les notaires, à ces nouvelles méthodes et puis de participer à les expérimenter, à les documenter tous ensemble. Très bien. Maître Fontaine, on va poursuivre sur cet urbanisme, l'urbanisme durable notamment. Le congrès, un retour en quelques mots sur ce 120e congrès des notaires qui s'est tenu à Bordeaux sur ce thème de l'urbanisme durable. Alors oui, je vais vous parler du 120e congrès. Alors j'aurais adoré rebondir sur ce qui vient d'être dit. Mais c'est possible, vous avez carte blanche. Effectivement, je crois que nos réflexions sont très en lien, oui. Et on va en parler tout de suite dans le cadre des travaux du 120e. Ces réflexions intellectuelles sont en lien, mais je vois qu'aussi elles prennent corps sur des projets très concrets, et c'est très satisfaisant de voir cette émulation. Et je suis convaincu que le notariat a certainement quelque chose à apporter dans cette réflexion. Et notamment, c'était l'objectif de ce 120e congrès des notaires. Le congrès des notaires, c'est une vieille institution française, puisque c'est le 120e qui était présenté à Bordeaux au mois de septembre dernier. Le 121e sera à Montpellier sur le thème de la famille. Et ça me permet aussi de rebondir sur vos propos, sur cet urbanisme transgénérationnel qui est très intéressant, parce que dans nos quotidiens de notaires, on a cette problématique des primo-accédants, des jeunes couples qui n'arrivent pas à acquérir du foncier, qui n'arrivent pas à bâtir parce que les coûts de construction sont aujourd'hui démoniaques, que la valorisation du foncier est très forte. Et c'est intelligent de se dire, oui, les parents qui ont eu cette opportunité de construire leur maison ou d'acquérir une maison avec 3000 m² de terrain, peut-être n'en ont-ils plus besoin. Et dans cette philosophie de transgénération, on a l'accompagnement des plus jeunes, mais ces plus jeunes, à un moment, ils vont être aussi présents pour aider les plus anciens. Donc pensez aux générations futures. Penser aux générations futures, et que ces générations prennent en charge aussi les anciens dans une phase de dépendance. Donc cette transgénération, elle marche dans les deux sens en fait. Et donc ces réflexions qui sont portées, donc vous voyez, par le congrès, le 120e et le 121e l'année prochaine sur la famille, elles sont aussi très en lien, même si les sujets sont très éloignés. Le 120e congrès des notaires, donc, il avait pour mission, comme les 120 précédents, d'apporter sa pierre à l'édifice sur un sujet qui a été traité par une équipe de 15 notaires. Ouais. L'édifice étant là, cette fois-ci, l'urbanisme durable, et donc on a mené une réflexion structurée. Cette réflexion, elle a abouti à un ouvrage de plus de 1000 pages qui est découpé en 3 commissions. Les 3 commissions qui sont anticiper, convaincre, et là aussi on se rejoint, et réaliser, et encore une fois on se rejoint dans nos réflexions. Et ces 3 commissions avaient pour finalité de proposer quelque chose pour faire évoluer le droit, pour faire avancer le droit, et pour faire aussi, avec modestie bien entendu, mais évoluer la société dans son sens pratique, le sens pratique dont les notaires sont spectateurs, on l'évoquait tout à l'heure, spectateurs de cette évolution au quotidien de la société, mais acteurs aussi, acteurs de cette évolution. Alors, des points clés, concrètement. Oui. S'il devait y avoir quelques éléments justement à retenir qui verront peut-être le jour dans quelques temps. Mathieu. Tous les points verront le jour, j'en suis convaincu. Oui. Ils sont gorgés de bon sens. Alors, quelques points emblématiques, oui. En tout cas. Alors, on avait quelques points symboliques. C'est important, le symbole aussi, pour porter du fond. Et parmi les points symboliques, il était apparu à l'équipe, celle qui avait en charge d'anticiper les défis, de placer l'arbre au cœur du droit. En se disant aujourd'hui, le Code civil ne traite l'arbre que pour l'abattre, en
réalité quand il gêne le voisin ou quand il est mal positionné. Et ce sont les seuls cas dans lesquels le Code civil trouve que l'arbre a un intérêt. Alors qu'en réalité, l'arbre, il est fondamental à la vie de la société pour de multiples raisons. Et l'idée de la première commission était de donner un statut à cet arbre pour lui apporter une protection différente de la dégradation qu'on lui promet dans la loi. Alors cette mesure toute symbolique, elle avait aussi pour vertu d'ouvrir le débat sur les autres thématiques, des thématiques peut-être un peu plus présentes dans le quotidien des Français. Je pense notamment à la difficulté liée au recul du trait de côte. Oui. Le recul du trait de côte, c'est une réalité pour bon nombre de Français, puisque le territoire français est très concerné par les côtes. On a un pays qui a un volume de côtes très important, et la difficulté liée à l'érosion des littoraux aboutit à une problématique de perte de l'immobilier. Et aujourd'hui, les solutions qui sont proposées ou suggérées sont des solutions d'indemnisation, des solutions assurantielles, mais véritablement, on n'a pas encore de solution juridique. Donc le Congrès et cette commission d'anticipation a pour vertu de faire des propositions, et parmi ces propositions, il y a celle de dissocier la propriété de la jouissance. Et effectivement, créer des mécanismes qui sont là aujourd'hui proposés à nos gouvernants, des mécanismes pour se dire peut-être qu'à un moment, sur ces zones concernées, il faudrait que l'État devienne propriétaire, puisque au final, en cas d'érosion définitive, l'État deviendra propriétaire, puisque le bien tombera dans le domaine public maritime. Donc l'État devienne propriétaire et le particulier conserve un droit de jouissance sur la période d'érosion. Et puis il y a aussi simplifier, fluidifier, optimiser les opérations d'urbanisme. Et là, vous allez évidemment rebondir, Lélie. Alors. Et oui, dans la conviction, pour convaincre les particuliers, mais même les opérateurs à réaliser des opérations, il faut simplifier les démarches, il faut simplifier aussi les process de dépôt de permis de construire, par exemple, raisonner autrement l'unité foncière. Aujourd'hui, c'est une révolution, ça. C'est une révolution. En soi, mais qui est finalement assez simple à mettre en œuvre. Ce n'est pas des choses extravagantes qui sont proposées. C'est aujourd'hui permettre à un opérateur de réaliser son projet sur une unité plus large que celle qui est définie aujourd'hui par le Code de l'urbanisme. Et c'est une nécessité qui est demandée d'ailleurs par les acteurs. Simplifier les autorisations, justement, fluidifier, optimiser, Lily Manson. Je pense qu'effectivement, c'est une condition, et je le mentionnais en parlant de l'urbanisme réglementaire, et je pense qu'on est rentré dans une ère qui est plus de l'urbanisme négocié. Et je pense, alors j'en parlais très récemment avec Charles-Antoine Depardon, que vous aviez reçu ici également, qui s'occupait du PLU de bioclimatique de Paris. Et c'est vrai qu'il me disait il faut réussir à embarquer les particuliers, vraiment l'homo economicus, qui est le porteur de projet, qui est celui qui va activer la parcelle, le foncier et son évolution vers les objectifs collectifs et l'intérêt général. Et c'est vrai que ce n'est pas en rajoutant des règles et des difficultés systématiques qu'en fait on va réussir ce pari-là. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup à faire encore sur cette simplification-là. Ça ne veut pas du tout dire qu'on enlève les règles, hein, loin de moi cette idée, mais par contre qu'on ne vient pas créer des usines à gaz supplémentaires. Et je pense que d'ailleurs, ça permettra aussi de réconcilier les Français avec l'immobilier, le logement, la construction. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont été tellement tenus à distance, ils sont un petit peu traumatisés, je les comprends. Et pourtant, on a encore des impératifs d'évolution, de mutation de nos villes, et donc il faut absolument les embarquer. Et je pense que, par exemple, là, je reprends l'exemple du PLU de Paris, mais les externalités positives qui sont aujourd'hui associées au projet urbain tel que ça a été nouvellement défini. On donne de la valeur, pour bien comprendre l'externalité positive. L'idée, c'est de dire, vous mettez, alors vous le direz sûrement mieux que moi, mais vous posez une demande de permis de construire, on va aller regarder. Avant de vous le donner, vous aurez un bonus ou un malus en fonction aussi de ce que vous apportez au quartier dans son ensemble. Typiquement, vous allez aller revégétaliser un endroit plus loin, contribuer à un équipement public, voilà. Et donc, ça permet aussi que les habitants se rendent compte que en fait, la construction d'un logement à cet endroit, c'est pas que des nuisances, c'est pas que des gens en plus, mais c'est véritablement une valeur créée pour eux et pour tout leur quartier. Et la ville, c'est bien ça. Et qu'ils soient de véritables acteurs. Est-ce que l'on va passer d'un urbanisme de construction à un urbanisme de transformation, Mathieu ?
Et oui, c'est le souhait, en tout cas, de la 3e commission du Congrès, celle qui s'attachait à réaliser et à proposer des choses pour réaliser. Aujourd'hui, avec le ZAN, de toute façon, on n'a plus le choix que de repenser la manière de bâtir. Et la meilleure manière de bâtir est justement de passer de cet urbanisme de construction qu'on a connu en après-guerre à un urbanisme de transformation de l'existant, de transformation de ce qui le nécessite aujourd'hui encore, ou de transformation des usages aussi, parce que on le voit avec les entrées de ville, par exemple, on a des fois des zones qui sont alors, pas toujours très heureuses et en plus souvent vidées de leur substance, parce que on a multiplié, moi dans la Drôme j'ai quelques exemples célèbres, on a multiplié les zones en entrée de ville et puis on en a certaines qui marchent très bien dans cet esprit de consommation et on en a certaines qui ne marchent pas du tout, sauf qu'on a défini des usages dans ces zones qui permettraient pas la mixité qui serait nécessaire et qui ne permettrait pas de transformer l'existant ou de rebâtir sur l'existant. D'où viennent les freins ? À la fois de certains maires, certains élus, mais aussi des habitants. Et quelle est la bonne échelle de gouvernance ? Est-ce que c'est la ville ? Est-ce que ça peut être, on peut imaginer une aire urbaine ? Quelles sont vos pistes à Ville Vivante ? C'est une grande question, d'ailleurs sur laquelle on travaille avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, on le voit, alors en Grande-Bretagne aujourd'hui, il y a eu l'annonce récente d'un plan pour la création de 1,5 million de logements, tellement ils sont face à une crise du logement qui est en fait colossale et qui impacte vraiment, qui a un impact social extrêmement fort. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, le gouvernement anglais avait dit on va faire un grand plan pour la beauté pour justement réussir à accompagner cette densification par de la qualité, de l'esthétique pour limiter, exactement, limiter les résistances. On voit que ça n'a pas suffi, mais je ne suis pas étonnée non plus parce que ce n'est pas le seul sujet en réalité de résistance, évidemment. Mais donc aujourd'hui, il se retrouve carrément à partir en arrière par rapport aux objectifs de limitation de l'étalement urbain en annonçant la création de villes nouvelles, ce qui semble un petit peu désuet. Alors, je ne sais pas encore exactement où ce sera localisé, mais c'est quand même, ça se trouve, ce sera dans une géographie logique et ce ne sera pas trop loin des équipements de transport. Mais quand même, ça nous pose la question, c'est-à-dire que si on continue à accorder autant de place aux résistances locales, et donc ce que j'appelle le NIMBY, Not in my backyard, les mouvements comme ça de contestation systématique à tout projet de construction, on risque de se retrouver dans une situation où en fait on est totalement paralysé. Et ça, derrière, c'est des conséquences sociales qu'il faut pouvoir assumer. Et on le voit en France, sans aller jusqu'en Angleterre. Il y a un risque de retour en arrière en France, selon vous, justement, Maître ? Je pense qu'il faut trouver la bonne échelle de réflexion sur cette organisation de l'urbanisme. Et je suis d'accord, la question est complexe parce que pour garantir la réussite de ces projets, il ne faut pas se tromper de pouvoir, en tout cas. En tout cas, ne pas se tromper sur la personne qui aura la maîtrise de son foncier, la maîtrise de ses règles d'urbanisme. On voit, le rétroviseur nous permet de nous rendre compte que certaines réflexions n'ont pas forcément été concluantes, que d'autres ont plutôt bien marché. Et je pense qu'il faut faire confiance aussi aux Français, parce qu'à chaque fois qu'on leur a fait confiance, ça a fonctionné. Et moi, je suis assez partisan des petites échelles sur la prise en main des règles de vie. D'ailleurs, on le voit dans les villages. Moi, j'habite dans un village, on est dans des petites communes françaises. Lorsqu'on réunit les gens, quand on fait des réunions de quartier pour traiter les problèmes, ils se traitent très facilement et avec un consensus, parce que tout le monde a participé à la réflexion, et très rapidement. À partir du moment où déjà on prend un peu plus de hauteur pour organiser des règles à un échelon plus important, il y a des freins. Embarquer la population, bien expliquer en amont, en tout cas les projets. Tout à fait. Mais produire en fait des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs, économiquement abordables. Quelle est la bonne équation ? Comment fait-on ? Moi, je pense que tout est question de géographie et qu'on a un petit peu perdu ce paramètre. C'est-à-dire que, en fait, réussir à s'insérer là où il y a des opportunités de carrière, là où on a déjà investi sur les transports en commun et sur les équipements, c'est vraiment clé. Et que, en fait, par exemple, quand on adopte des points de vue un peu généralistes en disant il faut arrêter de construire, c'est la fin de la construction, il faut que rénover. Mais rénover un logement qui est situé au mauvais endroit,
c'est pas la solution non plus. Oui. Et donc en fait, je pense qu'il faut surtout établir des véritables projets d'aménagement du territoire et derrière donner les moyens aux maires, puisqu'on parlait de l'échelle, d'être courageux et de les mettre en œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de maires qui en réalité veulent accueillir. D'ailleurs, on lit dans les PLH ou dans les PADD des PLU une volonté d'accueil. Mais derrière, dans le règlement, tout est verrouillé. Parce que sinon, ils se retrouvent face à une pression telle de leurs riverains qu'ils savent qu'ils vont perdre les élections. Et comment est-ce que les élections approchent 2026. Absolument. Et donc là, je pense que plus que jamais, on a besoin de leur donner les moyens de leur courage. Parce que je ne dis pas que les maires ne le sont pas. Je pense juste qu'ils sont soumis à une pression telle. Et aussi parce que effectivement le foncier est cher et que quand on a acheté quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, on a peur, on est inquiet, on ne veut pas que le cadre de vie se transforme. Je blâme pas les Français non plus. Mais en fait, il faut qu'on réussisse collectivement à se redonner un projet d'aménagement du territoire qui soit cohérent au regard des opportunités et des coûts. Et derrière, se donner les moyens de le mettre en œuvre. Mathieu, mettre justement les clés là pour déverrouiller tout ça. Ben, je suis assez d'accord. Il faut donner aux maires les moyens de la mise en œuvre de leur politique d'urbanisme et leur permettre d'être courageux. La formule est très juste. Hein. Même si on peut dire que certains vont dire, moi j'aimerais bien, mais la population ou dans tel quartier, ils ne le souhaitent pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on est élu local et maire et qu'on a parfois en fait une réticence de la population? Mais c'est pour ça que l'implication de la population est importante. La deuxième commission d'ailleurs sur sa réflexion de convaincre l'exprimait en disant mais pour qu'un projet soit accepté, il faut que la population dès le départ soit intégrée au projet et c'est dans ce cadre-là qu'on met en avant les externalités positives, justement faire comprendre aux citoyens que dans leur quartier, effectivement, il va y avoir une rénovation. Peut-être que la petite entreprise qui était là va se transformer en logement mixte avec des logements sociaux, mais que ce projet-là va aussi permettre de créer un espace vert, de créer un besoin, ou en tout cas répondre à un besoin collectif. Et c'est en impliquant la population que le projet sera inévitablement accepté. Ouais. Et j'en suis convaincu. Pour terminer tous les deux, vos développements, vos projets respectifs, Lily Munson pour Ville Vivante. Eh bien, écoutez, nous, il y a donc ce lancement de la VV School, l'école de l'urbanisme organique, qui vraiment, pour nous, est un projet extrêmement enthousiasmant. On a d'ores et déjà beaucoup de sollicitations, beaucoup de formateurs aussi qu'on va venir aller chercher pour les embarquer avec nous dans la création de ce savoir. Et donc, voilà, on est ravis. Et puis, on commence d'ores et déjà. L'année dernière, j'étais venue présenter le colloque. Futur colloque, Organic Cities. Organic Cities. Et donc, on travaille d'ores et déjà à la 2e édition. Alors, je ne vais pas trop en révéler, mais en tout cas, qui posera cette question de la géographie et de l'aménagement de la France. Et donc, pour nous, ce sera l'opportunité, encore une fois, de soumettre toutes nos réflexions, toutes nos pistes à l'ensemble des professionnels, des chercheurs et des élus qui, pour nous, doivent effectivement contribuer à cette réflexion sur le territoire. Et donc ça, c'est prévu pour quel mois? En septembre 2025. Très bien. Mathieu Fontaine, les développements, les projets du côté des notaires? Eh bien, aujourd'hui, les 15 propositions qui ont été votées par les notaires de France en septembre sont portées auprès des pouvoirs publics pour leur donner du corps et permettre à ce qu'elles deviennent concrètes par des modifications des textes et des améliorations de la loi. Et on organise aussi auprès des professionnels, des universités, des notaires, un Tour de France qui va commencer officiellement en avril à Aix-en-Provence. Et on va faire le Tour de France pour expliquer les concepts que nous avons défendus et débattus pendant le congrès et faire adhérer un maximum de professionnels du droit et de juristes à ces idées que nous avons eues et que nous sommes en train de porter collectivement à la demande des notaires de France. Eh bien, merci en tout cas pour vos actions, pour vos engagements respectifs. Maître Fontaine, merci beaucoup. Merci. Lily Munson, merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.